Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 4e épisode estival du débat de midi. Alors on va s'installer bien confortablement autour de la table, on va respirer parce que le sujet du jour est du genre tendu et cela depuis des années, j'ai nommé les violences policières. Rien que le terme en lui-même fait débat. Emmanuel Macron par exemple refuse de l'employer. Violences policières dont on ne cesse de parler depuis la fin mai avec la mort de George Floyd aux États-Unis. L'événement a ravivé une colère en France et remis en lumière nombre d'affaires pendant que d'autres apparaissent chaque jour ou presque. Des dizaines de milliers de personnes dans les rues pour dénoncer ces violences pendant que la police, elle, jette les menottes et refuse d'être stigmatisée. Pendant que le gouvernement tente de s'emparer maladroitement du dossier et pendant aussi que l'image des policiers reste plutôt positive, en tout cas dans les sondages. Alors, tout le monde déteste-t-il vraiment la police, comme le scandent les manifestants? Et les violences policières sont-elles une histoire sans fin? On en débat jusqu'à 13h. Allez, à table. Camille Cronier. Le débat de midi sur France Inter. Et j'accueille 4 invités aujourd'hui autour de la table. Honneur aux dames. Vanessa Kodationi, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en sciences politiques, sociologue et auteure notamment de ce livre en 2018, La légitime défense, homicide sécuritaire, crimes racistes et violences policières. Donc vous employez le terme. Tout à fait. En face de vous, Raphaël Kempf, bonjour. Bonjour. Avocat spécialiste des questions de défense pénale et des libertés fondamentales. Vous avez des dossiers de gilets jaunes au bureau en ce moment? Oui. Des deux côtés, violentés oui, des gilets jaunes qui sont interpellés en manifestation accusés d'avoir commis des violences et des gilets jaunes qui sont eux-mêmes victimes de violences commises par les policiers, et la différence de traitement entre les deux par la justice est à mon avis assez intéressante à souligner. On va en parler. Christophe Correll est avec nous également, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Agora des citoyens, de la police et de la justice et ancien officier de police judiciaire. Tout à fait. Et enfin un autre Christophe Rouget, bonjour. Bonjour. Secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. C'est quoi les cadres de la sécurité intérieure? C'est les commissaires et les officiers de la police nationale. Alors, je voudrais tout de suite mettre les pieds dans le plat avec cette déclaration le 7 juin dernier du président des Républicains, Christian Jacob. Mais ça n'existe pas, des violences policières en France, et c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Christophe Rouget, vous êtes d'accord? Ça n'existe pas, les violences policières en France? Ce terme englobe trop de choses pour pouvoir dire qu'il existe. Il existe des violences illégitimes qui peuvent être commises par des policiers qui, dans des situations de stress, dans des situations difficiles, peuvent parfois déraper et commettre des actes qui ne sont pas légaux. Mais il existe aussi une force légitime qui est nécessaire à tous les policiers pour, par exemple, interpeller des délinquants, des criminels sur la voie publique. Donc on a des violences qui sont, d'une part, autorisées, qui sont légitimes pour pouvoir assurer la sécurité de nos concitoyens, et d'autre part, des violences qui peuvent parfois être des dérapages. Raphaël Kempf, si vous deviez définir les violences policières en une phrase, c'est quoi? Que dit le droit? En une phrase, c'est un peu compliqué. Alors, la violence policière en droit, c'est une violence sanctionnée pénalement par le code pénal et commise par une personne dépositaire de l'autorité publique en dehors du cadre légal. C'est-à-dire que de manière illégitime, un policier a fait usage de la force et de la violence alors qu'il n'aurait pas dû faire usage de cette violence. Donc dire que les violences policières n'existent pas ou dire que c'est un mensonge, c'est une contradiction dans les termes. Je veux dire, il faut prendre les termes de la façon la plus simple possible. Une violence policière est une violence commise par des policiers. Et le droit permet, donc, le disait Christophe Rouget, permet d'utiliser la violence, à condition, dit le droit, qu'elle soit quoi, légitime et proportionnée. Alors dans certaines conditions, il y a un certain nombre de critères qui sont fixés. Ça peut être la légitime défense lorsque un policier se fait attaquer, mais ça peut être aussi l'usage de la force dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre. Mais ce que nous constatons, mais on va y venir, c'est un usage très souvent disproportionné de la force par la police et en dehors de ce cadre légal, sans que des suites n'y soient données. Christophe Correll, la violence policière, c'est une réalité, mais pas une généralité, on peut le dire comme ça? C'est une réalité, mais juste l'expression, en fait, on se cache derrière l'expression, finalement. Pourquoi se focaliser juste sur l'expression? On est d'accord, pas d'accord, violence policière, illégitime. Il y a des violences illégitimes commises par des policiers, oui, on en a eu des images pendant plusieurs mois, effectivement. Maintenant, allons au-delà du débat, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui fait que des violences sont commises? Comment est-ce qu'on qualifie? Comment est-ce qu'on décide qu'elles sont légitimes ou pas? À partir de quel moment elles sont illégitimes, finalement? Et c'est ça qu'il faut chercher. C'est justement se trouver ce point de bascule. Vous avez parlé, effectivement, de proportion. Les policiers, effectivement, dans leurs interventions, ont droit de faire usage d'une certaine violence qui doit être proportionnée.
Et c'est vraiment ce chemin de crête qui est parfois difficile à trouver, et puis parfois ça bascule de l'autre côté, effectivement, en violence illégitime. Donc. Et Vanessa Kodachuni, des violences policières, je vais rester sur ce terme pour qu'on s'accorde quand même sur ce dont on parle. Il y en a toujours eu? Que dit l'histoire? Toujours. Alors les violences policières, le terme est tout à fait juste. La police, c'est la manifestation de la violence légitime de l'État. Donc la police agit, elle est violente. Et puis la police est structurellement violente puisqu'elle est là pour défendre l'ordre social et l'ordre politique. La police a été créée pour éviter les violences militaires. Puisque avant c'était les militaires qui géraient le maintien de l'ordre. À quel moment? Par exemple, 1891, vous avez le massacre de Fourmi, qui est une manifestation d'ouvriers, et c'est les militaires qui interviennent, ils tirent dans la foule. Donc on commence à se dire qu'il faut quand même une police de maintien de l'ordre, etc. Mais la police a toujours été extrêmement violente et a toujours tué. On peut prendre toutes les périodes de l'histoire, que ça soit sous la Troisième République, la Quatrième République. Ne parlons pas évidemment des guerres et des crises comme Vichy, la guerre d'Algérie. Mais la police a toujours tué et beaucoup tué. Soit des groupes d'individus, c'est-à-dire en nombre. Je pense par exemple au 14 juillet 53 où elle a tiré sur des Algériens qui manifestaient. Je pense au 17 octobre 61 à Charonne. Et évidemment aujourd'hui. Et on laissera Christophe Rouget notamment répondre dans un instant. On va essayer de comprendre, décrypter tout cela. Débat de midi sur les violences policières préparé par Nathan Gallo avec Jules Thomas et derrière la vitre Valérie Ayestaraï à la réalisation, Elisabeth Collet à la technique. Et vous, chers auditeurs, sur l'application France Inter, vous cliquez sur intervenir ou sur Twitter avec le mot-clé débat de midi. Moment of grace just feels so right. People you love, worth every fight. Wanna rejoice, beauty of life. Embrace the game, natural smile. Breathing in deep, glide in with style. Sometimes I just wanna feel good, feel good. You know I like to feel good, feel good. Oh, won't we feel good, feel good. It's high time you feel good, feel good. Don't you wanna feel good, feel good. It's so good to feel good, feel good. We could really feel good, feel good. I love it when you feel good, feel good. Hit it. One for the fam, two for the team, three for the gift, love supreme. Staying on point, got self-esteem. Doing my thing, feeling pristine. Under the stars, young evergreen. Long summer nights, living the dream. Keeping it fresh, avoiding routine. Sometimes I just wanna feel good, feel good. You know I like to feel good, feel good. Oh, won't we feel good, feel good. It's high time you feel good, feel good. Don't you wanna feel good, feel good. It's so good to feel good, feel good. We could really feel good, feel good. I love it when you feel good, feel good. Hit it. Hit it. Every single day, we can find a way. Nothing else to say. The piano's made to play. Polo and Pan, c'était Feel Good sur France Inter. Au fur et à mesure des années, je ne sais pas si je finirai ma carrière dans la police. C'est dommage. Pourtant, j'aime mon métier, j'aime mon uniforme. Je veux que chacun sache que quand on porte l'uniforme bleu de la loi, on ne se situe jamais au-dessus d'elle. On se doit, au contraire, plus encore que d'autres, d'être exemplaire,
Je m'appelle Robert Robichet, je suis gardien de la paix. Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. Tous ensemble, ils jettent leurs menottes à terre. Le lien de confiance entre notre ministre Castaner et les policiers, le lien est brisé. Car ils sont bien jolis les flics de mon pays. Aïe 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 aïe, aïe 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 aïe, avec leurs bâtons blancs, leurs sifflets, leurs képis. Ce n'est pas qu'on est des surhommes, nous sommes a fortiori des hommes comme les autres. A fortiori, nous sommes donc des hommes avant tout. Paquet de bonbons en main, les policiers jouent les Pères Noël avant l'heure. On n'est pas seulement répressif. Merci. C'est une opération qu'on a voulu mener pour dire aux gens qu'on est à leur côté, tout simplement. À mon jeune dans la rue, je lui fais des bisous. Je le mets pas en garde à vue quand il n'a rien fait du tout. Je le traite pas de racaille parce qu'il n'a pas de travail. Je lui dis pas passe ton bac quand je ne suis qu'à la bac. Sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité ni liberté. Cet ordre, ce sont les policiers et les gendarmes sur notre sol qui l'assurent. C'est pourquoi ils méritent le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation. T'es mon lascar préféré, toi aussi mon petit poulet. Hey. Et on embrasse l'ami Frédéric Fromet. Alors on va revenir sur différents éléments qu'on vient d'entendre. Il y en a qui ont fait sourire, d'autres peut-être un petit peu moins. Je voulais d'abord revenir sur ce que disait Vanessa Codaccioni il y a un instant. Christophe Rouget, commandant de police, vous laissez répondre. Vanessa Codaccioni qui dit « La police a toujours tué ». Vous savez, les propos caricaturaux, il faut essayer de les éviter. Bien sûr, la police, elle a toujours tué, comme l'armée, elle a toujours tué, parce que la société, elle est violente et que on a besoin, la République a besoin d'une force pour tous, pour pouvoir la protéger. Et parfois, malheureusement, pour la protéger, il faut utiliser cette violence. Alors, il y a eu une évolution, justement, on a voulu une police civile, elle avait raison. Aujourd'hui, il existe encore une police militaire, puisqu'en France, nous avons la gendarmerie nationale qui est militaire et la police nationale qui est d'essence civile. Mais on ne peut pas dire qu'elle est structurellement violente. C'est des hommes, des femmes qui rentrent dans cette police nationale, qui sont aujourd'hui sur les bancs de la fac, qui vont devenir commissaires, officiers, gardiens de la paix, et qui vont embrasser ce métier. Ce métier, c'est quoi? C'est venir en assistance aux autres. Le maintien de l'ordre, c'est une petite partie de notre métier, 5%, 10%. Le reste, c'est quoi? C'est des policiers qui rentrent, qui vont protéger leurs citoyens. 130 personnes ont été sauvées, par exemple, cette année, jusqu'à cause d'interventions de policiers sur le terrain qui leur ont sauvé la vie. Vous avez des gens qui font des enquêtes pour protéger des femmes battues, protéger des gens qui ont été violés. Moi, j'ai fait mon travail d'enquête, vous savez, j'ai travaillé en brigade des mineurs, en brigade criminelle. Mais voilà, on a servi à ça, à interpeller des délinquants qui commettaient des crimes et des délits. Donc vous dites quoi? Il y a un effet loupe quelque part injuste sur les violences. Raphaël Kempf, il y a quand même des chiffres. Si je cite juste le dernier rapport annuel de l'IGPN, il donne 23,7% d'enquêtes en plus contre les forces de l'ordre. Ça, ce sont des chiffres qui existent. Oui, c'est une réalité. Et en fait, il y a un sentiment très fort d'impunité des actes de violence commis par des policiers. Et une grande partie de la population commence à ne plus avoir confiance dans les forces de police et de gendarmerie, précisément parce que ils ont le sentiment que lorsqu'un policier fait une erreur, eh bien, il n'est pas poursuivi. Et je rappelle que le défenseur des droits, par exemple, il vient de rendre un rapport un peu définitif sur ses 6 années de mandat, etc. Et il a dit, dans 36 dossiers, j'ai demandé à ce qu'il y ait des poursuites disciplinaires. Et moi, sur ces 36 dossiers, j'en ai un qui concerne l'un de mes clients très directement, qui était un manifestant en 2016, qui s'était pris des coups de matraque, qui était tombé au sol, et alors qu'il était au sol et ne constituait plus un danger, le policier revient vers lui, s'est filmé et lui donne un coup de pied au sol. Ce policier s'est défendu en disant « Je lui ai donné un coup de pied au sol pour lui dire de se taire ». Le défenseur des droits, Jacques Toubon, a dit « Ceci est inadmissible. Je veux des poursuites disciplinaires ». Eh bien, que s'est-il passé? Il n'y a eu aucune poursuite disciplinaire, et c'est ce que Jacques Toubon a dit la semaine dernière lorsqu'il a rendu son rapport. Alors, je vois Christophe Rouget trépigner un peu, mais j'ai d'abord demandé à Christophe Correl, c'est faux, disait Christophe Rouget quand il entendait Raphaël Kempf dire qu'il y avait de l'impunité. Vous êtes d'accord? C'est faux? Alors, Raphaël Kempf parlait d'un sentiment généralisé d'impunité, d'une confiance générale, d'un manque de confiance générale de la population vis-à-vis de la police.
c'est pas trop ce qu'on observe en fait. Les sondages qu'on a encore font part quand même de environ 70%. C'est un chiffre de confiance. 76% même. 76% d'après le dernier sondage en juin de l'Institut Odoxa pour le Figaro France Info. Donc on est toujours à peu près dans des chiffres à peu près équivalents qui bougent pas trop, qui peut-être baissent un petit peu, mais qui bougent pas trop. Si ça a baissé, par exemple depuis Charlie, c'était 84%, on est passé à 76%. Mais parce qu'on est dans quelque chose qui est complètement opposé. Charlie, vous avez une police qui est là, qui défend le citoyen contre les terroristes. Là, effectivement, on arrive dans une période, on arrive après une séquence où les policiers ont été utilisés par un pouvoir politique, parce qu'il faut quand même pas oublier toujours que c'est ça, en fait, à un moment donné. C'est que les policiers sont l'instrument d'un pouvoir politique. Donc, à un moment donné, on sort d'une séquence de 3 ans où les policiers ont été utilisés en tant qu'arbitre de tous les mouvements sociaux. Et à un moment donné, c'est ça qu'il faut voir aussi. C'est pourquoi est-ce qu'on en arrive là à un moment donné. On parlait tout à l'heure effectivement de la recrudescence des chiffres de l'IGPN, mais on a aussi une recrudescence des manifestations. Ça vient juste après une période où on a eu des manifestations samedi après samedi. Donc il y a aussi pourquoi est-ce qu'on a plus de chiffres ? Parce qu'on a eu plus de mouvements sociaux. Donc on en revient toujours un peu à la même chose. Maintenant, ce qu'il faudrait, à mon sens, c'est se dire, ok, on a une partie de la population qui a confiance dans sa police. Qu'est-ce qui fait que le reste de cette population n'a pas confiance ? Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, je pense, là-dessus. On a quand même plus de 20%, entre 20 et 30% de personnes qui n'ont pas confiance. Ce ne sont pas que des délinquants, ce ne sont pas que des gens qui sont anti-police primaire, entre guillemets. Donc, allons voir pourquoi est-ce qu'il n'y a plus cette confiance-là. Vanessa Codaccioni, par exemple, si on prend les sondages, est-ce que c'est facile de dire 76% des Français ont une image positive de la police ? C'est pas les Français, il y a des différences, j'imagine. Alors déjà, je peux faire ma sociologue de base. 76% des Français, ça marche pas. C'est 76% des personnes qui ont été interrogées. Vous m'appelez à moi pour me demander si j'ai confiance à la police. Je suis pas sûre de répondre au sondage. Ils sont censés être représentatifs, cela dit. Censés être représentatifs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on observe une baisse, comme vous le disiez, des personnes qui disent avoir confiance en la police, mais c'est surtout qu'il y a une baisse des personnes satisfaites ou très satisfaites des interventions policières ou de l'action de la police. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que votre question, c'était est-ce que tout le monde déteste la police ? Ce qu'il y a de sûr, c'est que il y a de plus en plus... Pour reprendre les slogans, je précise. Oui. Il y a de plus en plus de personnes qui, effectivement, détestent la police. L'opposition aux violences policières, au racisme policier se radicalise. Mais c'est surtout, et je rejoins ce que disait Raphaël par rapport notamment aux Gilets jaunes, il y a de plus en plus de personnes qui ont été confrontées à la police. Si vous prenez le cas des Gilets jaunes, ils disaient, au départ, nous, on avait plutôt une bonne image de la police. C'est une police qui protège. Et on est arrivé, on s'est fait tabasser, on s'est fait nasser, on a reçu du gaz lacrymogène, nos copains ont été embarqués, mis en garde à vue sans raison, etc. Et je pense que toutes les personnes qui sont confrontées à la police voient sa violence, et donc le plus grand nombre de personnes qui ont subi une forme de répression policière ou qui l'ont vue a tendance effectivement à détester la police. Christophe Rouget, vous expliquiez qu'il y avait aussi avec Christophe Correl, qu'il y avait eu plus de manifestations, donc plus de signalements, plus d'événements, etc. Il y a quand même des techniques là qui ont été mises en cause par le ministre de l'Intérieur lui-même, Christophe Castaner, notamment la fameuse technique dite de la clé d'étranglement. On a parlé évidemment de racisme dont on parle depuis des années. Hier, je regardais une interview de Paul Quillès, ministre de l'Intérieur en 92, qui réagissait déjà sur le racisme dans la police. Il y a quand même des choses. Le racisme, la violence, tout ça, ça fait partie de la société. Donc les débats, ils dureront toujours. Les contrôles aux faciès. La police, vous savez, les Français, ils sont toujours très interrogatifs, très durs avec leurs institutions. Ils ont très peu confiance à la justice, un Français sur 2. Encore moins confiance aux médias, un peu plus à la radio, mais 50% qui ont confiance à la radio, et 76% à la police nationale. Et moi, je vois beaucoup de gens qui nous disent justement, on ne supporte plus qu'il y ait des gens qui détestent la police. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, on parle d'une année qui est exceptionnelle, une année de violence tous les samedis, où jamais les policiers, on n'a jamais eu autant de victimes de policiers, et donc, effectivement, il y a une année qui est particulière. Mais au-delà de ça, et on a une augmentation des violences sur les policiers qui sont agressés jusqu'à leur domicile. Vous avez vu le couple de policiers qui est rentré chez lui à Lyon, 45 jours d'ITT, qui a été bloqué à son domicile. Donc on a une augmentation des violences. Et donc, il faut faire attention à ce débat. On a eu un police bashing qui a été étonnant. Et effectivement, je vous rejoins, il y a des gens qui détestent la police. Pourquoi ? Parce que sur les réseaux sociaux, il y en a qui mettent de l'huile sur le feu. Il y en a qui font des fake news, qui diffusent des vidéos qui, certaines sont justes, et d'autres qui sont totalement fausses. On voit sur les réseaux sociaux des images, par exemple, qui circulaient sur les groupes de Gilets jaunes, avec des policiers en train de taper quelqu'un. On s'apercevait finalement que c'était un policier qui était dans un autre pays. Alors, Vanessa Codaccioni dit, par rapport à ça, aux vidéos dans les réseaux sociaux, Christophe Castaner s'est exprimé, il a parlé de la tyrannie des images volées.
Non, mais la semaine dernière. Alors ça, je peux pas laisser dire que tout le monde déteste la police. Enfin, les gens détestent la police parce qu'il y a des images qui circulent fausses sur les réseaux sociaux. Deux choses. Premièrement, si l'opposition à la police se radicalise, c'est parce qu'il y a un nombre de morts et ce qu'on appelle les bavures, même si le terme est malheureux, croissant, tant en France que dans les autres pays du monde, et on a vu aux États-Unis où ça n'arrête pas. On a des chiffres. Vous avez des chiffres quand vous dites le nombre de morts? Je crois que c'était Bastagma qui avait fait une enquête récente. Est-ce que ce sont des chiffres? Dites-moi des chiffres en Europe. Dites-moi si la police française, elle a des chiffres différents des chiffres des autres pays européens. Excusez-moi. Je pense qu'il ne faut pas seulement prendre le nombre de morts qui est important et qui est trop important, mais aussi prendre l'expérience quotidienne d'un grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes, notamment dans les quartiers où vivent un grand nombre de personnes racisées, qui sont victimes de situations parfois irrespectueuses, de comportements irrespectueux de la part de la police. Alors parfois, ça va de la part de choses très très anodines. Le code de déontologie, et c'est pas deux personnes qui sont autour de cette table qui vont me contredire, le code de déontologie de la police nationale rappelle que les policiers doivent vous voyer, les citoyens et les citoyennes. Dans l'immense majorité des dossiers que j'ai à traiter dans les banlieues, que ce soit des dossiers d'outrage, de trafic de stupéfiants ou de que sais-je encore, les policiers tutoient les personnes à qui ils ont affaire. Donc c'est quelque chose de base, mais les gens ont le sentiment de ne pas être respectés par la police. Je m'adresse à Christophe Correl, par exemple, vous êtes en lien avec des citoyens aujourd'hui, vous étiez dans la police judiciaire. Est-ce que vous le reconnaissez que le tutoiement, par exemple, je ne sais pas si c'est généralisé. Il y a deux positions. Il y a celle qui consiste à dire, effectivement, le code de déontologie demande de vous voyer. C'est une réalité. Il est là, ce code de déontologie. Moi, personnellement, je vous avoue qu'effectivement, avec des jeunes, je les tutoie. Je les ai tutoyés, oui. Mais pourquoi ? Parce que je crois que plus que le tutoiement, l'important c'est la manière dont on parle aux gens. On peut tutoyer les gens et être tout à fait correct avec eux en fait. Et on peut les vouvoyer en étant complètement détestable. Donc moi j'ai toujours pris ce parti, malheureusement contre le code de déontologie, je le reconnais, de tutoyer, mais en étant correct avec les gens. Et je crois que c'est ça en fait, c'est l'attitude plus que dire vous ou tu. C'est une attitude en fait qu'on a de policier et d'être correct avec les gens, de s'adresser à eux comme un semblable finalement et de façon posée. Et pour moi le problème il est là en fait. C'est pas tant du tu ou du vous. Oui, alors après on va aller quand même. Il y a un autre chiffre dont je voudrais vous parler. Par exemple, un rapport du Défenseur des droits de 2017 qui écrivait sur les contrôles aux faciès. Cette fois, Christophe Rouget, je m'adresse à vous, que les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont 20 fois plus de probabilité d'être contrôlés. Et il y a une enquête récente dans les Bouches-du-Rhône qui montre que dans 97% des cas, il n'y a pas de suite. Ça arrive aussi. Alors vous savez, c'est un débat qui est récurrent, mais qui est complexe. C'est pas un débat là, c'est des chiffres. C'est des chiffres. Vous savez, tout ce qui est les statistiques techniques sont pas possibles en France. Donc ouvrons les statistiques techniques si on veut, et peut-être on verra les chiffres. Après, vous avez une difficulté, c'est que les policiers, ils interviennent régulièrement sur un appel de la population. Si on vous appelle en vous disant j'ai quelqu'un qui est en train de voler ma moto en bas de mon immeuble, qui nous donne un signalement, on va intervenir et contrôler les personnes qui correspondent à ce signalement. Lorsque vous êtes des territoires, et moi je le regrette, et je le dis, nous payons la police nationale aujourd'hui l'échec des politiques publiques, l'échec des polices de sécurité, c'est-à-dire qu'on a une ségrégation sociale, ethnique, qui s'est installée dans nos lieux, et que vous avez des endroits, malheureusement, où vous n'avez plus qu'une certaine catégorie de population. Donc c'est très compliqué pour les policiers. Lorsque vous intervenez dans ces quartiers, vous êtes soumis vous avez des jeunes pompiers, des jeunes policiers, vous voyez, des pompiers qui ne commettent aucune violence, qui sont agressés, qui sont attaqués parce qu'on va sur leur territoire. Et donc il faut qu'on revienne à et là je pense qu'on va se rejoindre, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse à pourquoi on a mis en place cette police d'intervention dans les années 2000, une police d'intervention qu'on a retirée des quartiers, où on envoie des jeunes qui sortent de nos facultés, qui se retrouvent dans des banlieues difficiles, pompiers, policiers, dans la fonction publique aussi, hospitalière par exemple, et qui se retrouvent confrontés à la violence. Il faut qu'on retrouve une police qui soit plus proche des gens, et justement, quand on a du contact au quotidien, on a plus ces problèmes qui peuvent exister que lorsqu'on a une police qui est concentrée et projetée vers des zones. On a finalement aujourd'hui des policiers qui se retrouvent armés comme s'ils allaient sur une zone de guerre parce qu'ils sont confrontés à des violences permises. Il faut qu'on sorte de ce cercle-là. Raphaël Kempf, c'est ça la solution, une police de proximité, désarmer les Non, polices. alors pas directement. Je pense que la solution, elle se situe sur un plan juridique. Mais je vais y venir. Mais juste en réponse, parce que Christophe Rouget semble dire que les contrôles aux faciès n'existent pas et que la police ne contrôle que des délinquants ou des présumés délinquants. Je tiens à dire que c'est faux, au sens de la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction dans ce pays, qui a déjà condamné l'État français pour des contrôles discriminatoires. Donc aujourd'hui, dire il n'y a pas de contrôle discriminatoire, c'est un mensonge.
Maintenant, moi je pense que la manière dont le droit permet aux policiers de procéder à des contrôles d'identité est beaucoup trop vague, et beaucoup trop vaste, et la porte ouverte à des discriminations qui sont quotidiennes. Je défends aussi de très nombreuses personnes qui sont sur notre territoire en situation irrégulière, et elles font l'objet de contrôles quasiment quotidiennement, sont placées en centre de rétention administrative, et souvent, les juges des libertés de la détention les libèrent, notamment parce que ces contrôles sont discriminatoires. Ça, c'est une réalité actuelle. Donc je pense que d'un point de vue juridique, il faut limiter les cas dans lesquels les policiers peuvent faire des contrôles d'identité. Par ailleurs, parce qu'on parlait de la clé d'étranglement, mais ça c'est prendre le problème en aval. C'est ce dont on a parlé le plus récemment. Bien sûr, bien sûr. Alors je tiens à rappeler que on l'a vu récemment grâce au travail de Mediapart et du Monde. Cédric Chouviat a été tué par cette clé d'étranglement. En janvier dernier. À Paris. Mais après que les policiers aient décidé, après quelques minutes, de procéder à son interpellation pour des faits qu'ils qualifiaient d'outrage. Il y a une enquête judiciaire en cours, je ne me permettrai pas de dire qu'il est mort à cause de ça parce qu'il y a une fuite sur Mediapart. Il faut quand même attention, vous êtes avocat, laissez-moi finir mon raisonnement et on pourra peut-être en discuter. Ce que je dis, c'est que avant de procéder à cette clé d'étranglement, les policiers ont décidé de procéder à l'interpellation qui est encadrée juridiquement. Ils ne pouvaient interpeller que parce qu'ils avaient constaté un outrage. Et moi, ce que je pense, c'est que les policiers ne devraient plus avoir le droit d'interpeller les citoyens s'ils constatent un outrage parce qu'ils sont dans ces cas-là à la fois juges et partie parce qu'ils se considèrent comme étant victimes de l'outrage et cela permettrait d'éviter un grand nombre de situations conflictuelles et de violences policières. Allez, je vous donne ce message de Soledad. Je suis attristée par les critiques envers la police. Nous avons dans chaque métier des personnes racistes et malhonnêtes. Au lieu de critiquer, il faudrait apporter des idées pour améliorer leur formation et donner plus de moyens. Je disparais dans tes bras, c'était Christine and the Queens. France Inter, Camille Cronier, le débat de midi.
Violence policière, une histoire sans fin. Pour en débattre, nous sommes avec l'avocat pénaliste Raphaël Kempf, Christophe Correll, président de l'Agora des citoyens de la police et de la justice, la sociologue Vanessa Kodachoni et Christophe Rouget, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Vous vouliez répondre à ce que disait Raphaël Kempf juste avant Christine and the Queens. Oui, parce que vous savez, moi je fais partie de mon syndicat de la CFDT et on veut rapprocher la police de la population, tout faire pour que notre police elle soit respectable et qu'elle soit respectée. Mais là, parfois on entend des choses, on est en plein délire. L'outrage, il a été fait pour quoi ? Pour protéger l'outrage à magistrat, pour protéger l'outrage sur les policiers, toutes les gens qui sont dépositaires de l'autorité publique. Parce qu'il faut respecter cette autorité publique pour que notre pays puisse fonctionner. Ça voudrait dire qu'on laisserait des policiers se faire insulter, se traiter de tous les noms devant leurs concitoyens, mais ça serait la fin de tout respect. Vous avez dit qu'il fallait supprimer l'outrage, j'ai déjà entendu d'ailleurs. Donc non, essayons d'avoir un débat constructif pour faire évoluer la police nationale, et je crois qu'il faut le faire, la moderniser, revenir à quelque chose qui soit bien, améliorer la formation, mais arrêtons les délires. Vanessa Kodachoni, vous avez signé hier une tribune dans Libération avec d'autres pour la création d'une commission indépendante afin de lutter contre les discriminations raciales et la violence qui les accompagne. L'IGPN, il y a un problème ? La police des polices, c'est un vrai problème. Alors il faut pas tout mettre sur le dos de l'IGPN. L'IGPN, c'est la police des polices, donc qui a tendance à légitimer les violences commises par les policiers lorsqu'ils sont en exercice. On sait que c'est notamment mon collègue Cédric Moreau de Bélin a beaucoup travaillé sur les dossiers de l'IGPN et a montré que l'IGPN ne sanctionne, en tout cas ne propose de sanctions que lorsque les violences ont été commises en dehors de l'exercice de la fonction. Donc en gros dans le cadre privé notamment. L'IGPN est un problème, mais la justice est un vrai problème aussi. On met tout sur le dos de l'IGPN, mais lorsque la justice est saisie de problèmes de violence policière, il y a aussi une impunité. C'est-à-dire quoi ? Il n'y a pas de condamnation ? C'est rare les condamnations de policiers ? C'est extrêmement rare. J'ai travaillé sur l'histoire des violences policières mortelles. Donc des policiers qui ont tué des individus, notamment en dehors du cadre de la légitime défense. Ces policiers sont soit non poursuivis, soit jugés et libérés, soit jugés et condamnés, et c'est extrêmement rare, avec des peines avec sursis. Alors que dans l'autre sens, on a beaucoup de messages d'auditeurs qui nous envoient des messages qui disent vous ne parlez pas des violences qui sont également faites à l'encontre des forces de police. Ils sont plutôt côté police, en tout cas les messages que j'ai pour l'instant sous les yeux. Christophe Correll, dans l'autre sens, ça se passe comment ? Mais les violences sont commises, évidemment aussi, les policiers sont aussi victimes de violences, bien sûr, c'est une réalité aussi. Mais les condamnations, par exemple, sont plus fréquentes. Alors vous entendez des policiers qui vont vous dire la justice est laxiste vis-à-vis des gens qui nous tapent dessus, et de l'autre côté on vous dira la justice est laxiste quand il s'agit de policiers mis en cause. Donc au final la justice est que laxiste. Je crois qu'il faut vraiment faire très attention avec cette histoire de justice. J'en parlerai un peu plus tard. Je reviendrai sur l'IGPN. Oui. Allez-y maintenant si vous voulez. L'IGPN, effectivement, il y a une question. Je crois qu'il faut vraiment se poser cette question de ce que fait l'IGPN. L'Inspection générale de la police nationale. Il ne s'agit pas de dire que les policiers de l'IGPN sont tous mauvais, c'est pas ça, à mon avis, le débat. La question, s'ils étaient tous mauvais, les policiers ne craindraient pas l'IGPN, et c'est une vraie crainte. Maintenant, je pense qu'il faut aller au-delà, en fait. Juste se dire, c'est la question de la confiance qui se pose, en fait. Est-ce que on doit avoir confiance dans l'inspection, dans le service qui est chargé de l'inspection d'un service comme la police ou la gendarmerie? On doit avoir cette confiance, c'est un garant finalement. Mais la confiance, comment elle s'acquiert avec des actes, non ? Elle s'acquiert avec des actes, mais pourquoi est-ce qu'il y a un problème avec l'IGPN ? Est-ce que l'IGPN est un service d'enquête aussi en fait, et tous les services d'enquête en France ont des problèmes de moyens aussi, de personnel. Et je pense que l'IGPN a ce problème-là aussi. On peut imaginer aussi un problème peut-être de communication. Est-ce que l'IGPN est au fait de la communication qu'elle devrait faire ? Est-ce qu'on doit se contenter d'avoir un rapport annuel avec des chiffres qui, à mon sens, ne veulent pas dire grand-chose ? Est-ce qu'on doit pas plutôt communiquer sur des affaires bien précises qui ont peut-être marqué à un moment donné l'opinion? Alors là, en l'occurrence, par exemple, depuis hier, on parle d'un rapport de l'IGPN en Seine-Saint-Denis avec 17 policiers visés par une enquête, notamment pour violence. Donc là, quelque part, l'IGPN redore un petit peu son blason, Raphaël Kempf. Oui, mais bon, ça, c'est une enquête interne dont je ne connais rien à part ce qui a pu être indiqué dans la presse. Mais je souhaiterais rebondir sur ce qui a été dit concernant les violences commises contre les policiers et les accusations de laxisme de la justice. Je tiens à dire que c'est faux et archi-faux. Pour en avoir descendu, de dire que la justice est laxiste à l'endroit des personnes qui sont accusées de violence contre les policiers. Moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est ce qu'on entend. On entend les deux discours, en fait. C'est ça que je dis, moi. Vous avez raison. Alors, je
discours que je tiens et c'est important. D'accord. Ben, j'en prends bonne note, mais je souhaite répondre à cet argument donc, auquel vous avez fait référence et qui laisse penser que la justice est laxiste contre les auteurs de violence, contre les forces de l'ordre. Je tiens à dire que c'est faux. J'ai défendu des dizaines de gilets jaunes devant des tribunaux correctionnels en comparution immédiate, souvent le lendemain ou le surlendemain des manifestations, et ceux-ci, ces personnes-là sont condamnées. Et là où il y a un sentiment de justice à deux vitesses, de deux poids, deux mesures, c'est que les gilets jaunes accusés de violence le sont dans des conditions absolument détestables, de rapidité, d'absence d'enquête et d'investigation. J'attire votre attention sur le rapport de l'IGPN, le rapport annuel de l'IGPN qui a été rendu donc il y a une quinzaine de jours. Oui. Dans ce rapport, vous avez une page sur comment fait-on une enquête contre un policier qui est accusé, par exemple, de faits de violence ou autre fait. Et donc là, on a une enquêtrice qui nous explique qu'elle va procéder à de nombreuses auditions de témoins, vérifier de nombreuses vidéos, aller sur le terrain, faire un grand nombre de vérifications qui prennent des semaines, voire des mois. Et quand je défends des gilets jaunes qui sont accusés de violence, que souvent ils contestent, eh bien nous n'avons pas cette qualité judiciaire, nous n'avons pas ce travail d'investigation qui est fait. Donc ça laisse penser aux citoyens qu'il y a une justice à deux vitesses. Christophe Rouget, vous voulez réagir? Alors, ce débat, on l'entend, il est récurrent. Moi, je veux vous dire, la police, elle travaille au quotidien avec la justice. Et la justice, elle a un problème. Elle n'a pas de moyens. Elle va en l'entend. Et aujourd'hui, on a le temps des médias, le temps des réseaux sociaux, où on voit des images, et on se dit, il n'y a pas de condamnation. Et la justice, elle est très longue, pour tout le monde. Si vous divorcez, si vous êtes victime d'une agression, ça sera très long. Les policiers, aujourd'hui, sont condamnés. L'exemple de l'enquête sur la CSI 93 le montre. Il y a des procédures, il y a des policiers qui sont condamnés. C'est la fonction publique. 60% des sanctions de la fonction publique concernent la police. Les policiers, ils doivent être exemplaires dans leur vie privée comme dans leur vie professionnelle. C'est-à-dire que si vous prenez l'alcool au volant... Non. Si vous prenez le volant et que vous avez une alcoolémie, vous serez condamné par la justice. Vous ne serez pas condamné par France Inter. Le policier, et c'est normal, sera condamné aussi professionnellement. Il va perdre son salaire, par exemple. Nous révoquons des policiers sans retraite, sans droit à la retraite, parce qu'ils ont commis des erreurs. Quelle profession a droit d'être révoquée sans avoir de droit à la retraite? Donc les sanctions, elles sont très dures. Mais nous n'avions pas de publicité de ces sanctions. Voilà, donc les policiers sont condamnés. La justice, malheureusement, elle est longue et donc on a cet effet retard qui fait qu'on a l'impression parfois qu'il n'y a pas de condamnation. Mais je peux vous dire que les policiers, ils sont contrôlés par tout le monde et fermement condamnés. Alors là, je vais m'adresser à vous quatre d'un coup. On verra qui me répond en premier. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que on assiste à une fracture entre la police, l'État, les citoyens? Il y a tout qui se fracture dans tous les sens et tout qui est en train de se séparer. Il y a un effet de loupe en fait, parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais enfin, il n'y a pas qu'un effet de loupe. Mais si, quand même, des choses. Mais si, bien sûr. Non, mais il y a des déclarations. Je dis pas qu'il se passe rien, mais je vous dis que ça fait 3 ans que la police fait l'arbitre des politiques qui sont menées. Et donc c'est ça, à un moment donné, si vous multipliez les interventions de police, en manifestation en l'occurrence, plus vous aurez de manifestations, et à un moment donné, il y a une violence qui se passe, la violence monte dans la manifestation, et c'est ça qui s'est généralisé finalement. Moi, je veux pas avoir à dire c'est la faute de qui en fait. Est-ce que c'est les gilets jaunes? Est-ce que c'est les policiers? Il y a des manifestations qui sont de plus en plus violentes, et à un moment donné, il faut se dire aussi que si on n'a plus des manifestations, c'est qu'à un moment donné, on a un problème avec le dialogue social en France. Je fais aussi référence, en parlant de fracture, aux policiers qui se mobilisent en ce moment pour dénoncer les propos de Christophe Castaner, qui estime avoir été trahi. Maintenant, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui essaye entre guillemets de se rattraper en réaffirmant sa solidarité. Vanessa Kodachoni. Oui. Alors ça, c'est des manifestations policières tout à fait classiques pour faire pression sur le pouvoir politique pour être entendu. On a vu ça, par exemple, pendant l'état d'urgence où ils réclamaient des nouvelles modalités de tir policiers, c'est-à-dire d'étendre la légitime défense. Ils avaient été reçus par Nicolas Sarkozy. Donc les manifestations policières, elles sont classiques. Mais à mon avis, vous avez raison, il y a quelque chose qui est en train de craquer. Je pose la question, je n'affirme rien. Moi. Je pense, dans le sens où ce que veulent les gouvernants, c'est rapprocher l'État, rapprocher la police de la population, que la population ait confiance avec la police. C'était une promesse d'Emmanuel Macron parce en 2017. Que c'est une manière de tenir la population. Ah, Christophe Correl soupire et lève les yeux. Mais non, à un moment donné, on doit rentrer dans un rapport où justement on doit avoir cette confiance. On doit avoir cette confiance entre la police et la population. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Je continue ce que je... On se doit aller dans une démocratie. Je continue mon propos. Alors, on laisse Vanessa Kodachoni poursuivre. Les gouvernements veulent qu'il y ait un lien très fort entre la police et la population. Parce que,
comme ça, la population est tenue et obéissante. Mais ce qu'on voit, c'est que cette confiance, ça ne marche pas. Ce lien, il ne se renforce pas. Au contraire, il est en train de se briser. Parce qu'on fait mal les choses, en fait. C'est ça la question qu'il faut se poser. Et je pense qu'il risque d'y avoir effectivement une rupture entre une partie de la population qui n'accepte plus cette forme de domination policière et ces violences policières. On fait mal les choses, c'est qui Christophe Correl? Mais c'est le pouvoir politique à un moment donné. Donc c'est la faute de l'État en fait. Bien sûr, c'est lui qui organise en fait le fonctionnement de la police. On est arrivé au début des années 2000 avec une police. On a supprimé la police de proximité qui arrive qu'on avait mis en place fin des années 90. On n'a même pas eu l'occasion de la voir en pleine fonction puisqu'elle a jamais été généralisée. Nicolas Sarkozy a décidé de supprimer cette police de proximité. On a voulu une police d'intervention. On a dit qu'il y avait plus d'intervention, notamment dans les quartiers. Donc vous avez aujourd'hui une police dans ces quartiers-là qui n'est que répressive. Et il est là le problème en fait. À un moment donné, la police doit marcher sur ses deux jambes. On doit être capable de faire de la répression et de la prévention. Et c'est ce côté préventif qu'on n'est plus capable aujourd'hui, qu'on ne sait plus depuis 15 ans dans les quartiers le faire. Et je vais vous le dire encore, parce que je suis vraiment des plus honnêtes intellectuellement. Moi, il y a 15 ans, j'étais pour cette police de répression. J'étais d'accord avec ce discours-là. Maintenant, à un moment donné, il faut regarder, on est 15 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé dans ces quartiers finalement? Rien. On a toujours une délinquance et on a aussi des jeunes qui effectivement qui sont là parce que on dit toujours dans ces quartiers-là, il y a 90% de gens qui subissent les 10% de délinquance. Mais dans ces 90%, vous avez aussi des jeunes et eux subissent aussi finalement à cette manière-là, de par ces contrôles, peut-être systématiques, au faciès, on l'appelle comme on veut, mais eux subissent aussi finalement ça. Et donc, à un moment donné, c'est ça qu'il faut faire, c'est retourner vers ces jeunes et leur montrer que la police ne fait pas que de la répression. Raphaël Kempf, pourquoi c'est une histoire sans fin, les violences policières? Et y a-t-il quelque chose à attendre du discours que pourrait faire Emmanuel Macron d'ici le 14 juillet? Bon alors moi j'attends à titre personnel pas grand-chose du discours du président de la République, sauf s'il propose des changements juridiques conséquents. C'est-à-dire que moi l'idée que la police aille vers la population et dise ce qu'elle fait, ça me paraît être une bonne idée. Enfin je veux dire, on peut ne rien avoir contre, mais ça me paraît profondément insuffisant. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas que la police discute avec les jeunes, l'enjeu c'est que la police respecte le droit et l'état de droit. Et si jamais le droit permet à la police, ou donne une marge de manœuvre trop grande à la police pour qu'elle puisse interpeller ou commettre des violences, peut-être faut-il changer le système juridique sur certains points. C'est-à-dire que un de vos auditeurs tout à l'heure disait on voudrait une solution, etc. Moi je pense que les solutions en termes de formation, d'armement, etc. ne sont pas suffisantes. Le problème il est plus vaste. Il faut prendre une solution en termes juridiques. Alors je disais la suppression de l'outrage, mais ça a mal été compris. Je disais que je ne souhaite pas qu'on puisse interpeller pour des faits d'outrage. Par exemple, en supprimant la peine de prison, c'est un peu technique, mais si on supprime la peine de prison attachée au délit d'outrage, eh bien les personnes ne pourront plus faire l'objet d'une interpellation et d'une garde à vue, mais elles pourront néanmoins être poursuivies, et donc ce n'est pas un blanc-seing donné aux insultes contre les policiers. On parlait tout à l'heure de la question de la rapidité de la justice, et Christophe Rouget disait que la justice est très lente. Moi je vous dis que la justice elle est extrêmement rapide, avec les étrangers, les sans-papiers, les gilets jaunes et les plus pauvres dans ce pays qui sont jugés en comparution immédiate. Donc peut-être une solution à cela, c'est de supprimer la comparution immédiate dans certaines conditions, notamment sur les questions de violence entre policiers et citoyens. Vanessa Kodachoni acquiesce. Je disais Vanessa Kodachoni acquiesce. Christophe Rouget, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour renouer ce lien? D'abord, ce lien, il est pas... Enfin, s'il est renouable un jour. Hein. Mais ce lien, il existe. Et on voit bien que les Français soutiennent la police. Et moi, tous les jours, j'ai des gens qui nous disent on est avec vous, on ne comprend pas. Jean-Luc qui nous dit quand allez-vous réaliser combien les forces de l'ordre, tous services confondus, sont en réalité les soignants de la sécurité et de la tranquillité publique? Mais parce qu'on est dans un débat qui parfois celui un peu d'un microcosme. Mais les gens, moi, je les vois, ils me disent mais on est avec vous, on ne comprend pas ce police bashing qu'il y a aujourd'hui, et les policiers ne comprennent pas, et c'est pour ça qu'ils montrent un petit peu leur colère, parce que leur profession elle est touchée par beaucoup de violence, parce qu'il y a des suicides, des vagues de suicides en permanence, et donc il faut faire évoluer cette police nationale. Alors là on a un sentiment, en fait il faut la désarmer, il faut plus qu'il y ait d'outrage, il faut plus qu'il y ait rien. Non, la police elle a besoin d'être armée, elle a besoin d'avoir des règles pour intervenir, mais elle doit être exemplaire, et il faut tout faire pour qu'elle le soit. Il faut que le président de la République respecte ce qu'il a dit, il faut faire une académie de police pour former tous les policiers ensemble sur le même site. La police académie de retour. Oui, il faut plus de formation continue, parce qu'il faut que les policiers soient bien équipés, bien entraînés, parce que si vous faites du sport, si vous avez des bonnes techniques d'intervention, eh bien, tout ça permet d'avoir un rapport apaisé avec les citoyens, et c'est dans ce sens qu'il faut aller. Juste un mot, je dirais juste, à un moment donné, il faut aussi se dire que la police ne réglera pas tous les maux de la société. Oui. Où nous on arrive, la police, la justice arrive
quelque part à la fin, en fait, quand quelque chose ne s'est pas bien passé. Donc à un moment donné, ce sont les politiques publiques qu'il faut mettre en cause aussi. C'est la politique des logements, la politique de la ville, c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet, et c'est ce qui ne se fait plus depuis 20 ans maintenant. Vanessa Kodachoni, en une phrase, qu'est-ce que vous recommanderiez, si vous pouviez, vous qui avez ce recul sur aussi la situation? Moi, je suis plutôt abolitionniste, ou en tout cas, Abolir la police? Non, pas abolir la police, mais en tout cas, je serais pour supprimer des choses, supprimer le plaquage ventral, supprimer les grenades, supprimer les armes de la police. Et donc, moi, ce que je peux proposer, c'est qu'on ait un vrai débat sur comment fait-on pour désarmer la police. Allez, ce sera l'objet peut-être d'un débat à suivre. En attendant, on rentre dans notre dernière ligne droite. I wanna turn those blue lights into strobe lights, not blue flashing lights, maybe fairy lights. Those blue lights into strobe lights, maybe even fairy lights, not blue flashing lights. Don't you run when you hear the sirens coming. When you hear the sirens coming, you better not run, 'cause the siren's not coming for you. What have you done? You went to school that day. Was a bit late, but it was a Monday. Kept after class for answering back. You apologized and you harming that. What have you done? There's no need to run. If you've done nothing wrong, blue lights should just pass you by. Gun crime into your right ear, drugs and violence into your left. Default white headphones flooding the auditory subconscious waves you accept. You're sitting on the floor back home. Where you at, G? Answer your phone. Pause the poison to answer his message. Your boy sounds rush fears for his adolescence. What have you done? There's no need to run. If you've done nothing wrong, blue lights should just pass you by. Tall black shadow as you're getting off the bus. Shadow shows no emotion, so what's even the fuss? But the face of your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper. Look, blood, I'm sorry, 'cause I know you got my back. He was running, I couldn't think I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part 2, 'cause you're the shook one. Hand you the tool as you question your friendship. Has men like you gonna make me a convict? Level of a felon when I've done nothing wrong. Blood on my hands, but I don't know where it's from. Oh, you got blood on your hands, but you don't know where it's from. You better run when you hear the sirens coming. What have you done? Les Blue Lights, les lumières bleues de la police, c'était Georgia Smith. France Inter. Le débat du midi. Camille Cronier. Et le temps passe très vite. On conclut, Raphaël Kempf, un point que vous vouliez aborder juste avant de se dire au revoir. Oui, alors la question de la criminalisation des victimes de violences policières dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire que très souvent on constate, et depuis 1891, Vanessa Kodachoni en parlait à fourmi, mais jusqu'à aujourd'hui, les personnes qui sont victimes de violences policières sont souvent accusées elles-mêmes, dans une certaine logique, de vouloir couvrir les auteurs de ces violences. Et Christophe Roger, il faudra revenir pour répondre à Raphaël Kempf, parce que on change complètement de sujet avec l'Obs. Tous les jeudis, on ouvre les pages de l'Obs avec le directeur adjoint de la rédaction, Pascal Richer. Bonjour Pascal. Bonjour Camille, bonjour à tous. Alors vous nous proposez cette semaine, donc vraiment on sort des violences policières puisque c'est un dossier sur les trésors retrouvés de notre pays. 86% des Français comptent voyager en France cet été. C'est un numéro double. Oui, en fait c'est un numéro exceptionnel qui va être en kiosque tout l'été et c'est une espèce de déclaration d'amour à la France. Alors, on se rend compte que le confinement a eu cette vertu de nous rappeler combien notre pays était beau, combien sa nature était variée. Est-ce que vous savez par exemple que 80% des écosystèmes européens se trouvent en France? Enfin, c'est quelque chose de prodigieux. Son patrimoine est très riche, sa gastronomie évidemment, je n'en parle pas. Voilà, donc nous avons décidé de proposer
quelques dizaines de destinations surprenantes et on a envoyé des reporters un petit peu partout pour parler de ça et pour aider les Français à retrouver leur pays et sa douceur. Alors on est bien loin des violences policières. On veut des exemples, quelques petits trésors, Pascal, s'il vous plaît. Alors je vous donne 3 exemples. Bon, par exemple, si vous êtes sportif et que vous voulez voir des paysages dignes des Caraïbes, il y a un archipel assez méconnu qui s'appelle l'Avezzi, qui est au sud de la Corse, et on peut y accéder par kayak. Alors il faut être un peu sportif, c'est à peu près 1h30 de kayak. Et là, il y a des petites îles. Il y en a une qui est une île de milliardaires, donc privée, mais tout le monde a le droit d'aller sur le littoral. Donc voilà, ça c'est un exemple. Un autre exemple, le parc naturel de la Brenne. Alors ça c'est un truc assez exceptionnel. C'est dans le Berry. C'est des milliers d'étangs qui datent du XIIe siècle, qui ont été faits par des moines qui ont fait des bassins piscicoles, et ça s'est transformé en étang. Et là, il y a une foule d'oiseaux migrateurs, hérons pourprés, butors étoilés, guifettes moustaques, pouillots véloces, enfin avec des noms magnifiques comme ça, et puis énormément de libellules. C'est magnifique. Voilà. Et 3e exemple, si vous aimez Matisse, sachez qu'il existe dans le Cambrésis, dans une petite ville qui s'appelle Cateau, la 2e collection des œuvres du peintre, après celle qui est bien connue bien sûr du musée de Nice. Et alors pourquoi Cateau ? Parce que Matisse est né là-bas et que quand il avait 82 ans, il y a des notables qui sont allés le voir, il les a trouvés sympathiques et il leur a donné 82 œuvres originales. Et depuis, le musée s'est développé dans un ancien évêché de Cateau. Bon, alors j'ai tout noté. Ça va aussi nous ouvrir l'appétit, Pascal Richer, puisque l'Obs fait également un tour de France gastronome. Voilà, avec le confinement, donc les Français ont redécouvert le plaisir de cuisiner et puis surtout de cuisiner local. Et donc nous sommes allés voir des éleveurs, des vignerons, des cuisiniers aux 4 coins, ou plutôt aux 6 coins de l'Hexagone. Alors par exemple, on est allé voir les nouveaux vins qui sont produits dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Merci le réchauffement climatique au passage. Et donc ce sont des vignes qui sont posées sur des terrils. Et les spécialistes là-bas pensent qu'on est à l'aube du développement d'un très très grand vignoble. Bon, et j'espère que le vin du Nord, c'est bon. Pascal Richer, je rappelle le titre de ce numéro spécial de l'Obs, La France retrouvée. C'est en kiosque aujourd'hui, donc, et il restera disponible, je le signale, jusqu'à la fin de l'été. Je vous dis à jeudi prochain. Merci, à bientôt. Et merci donc à mes 4 invités, Christophe Rouget, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, l'avocat pénaliste Raphaël Kempf, Christophe Correl, président de l'Agora des citoyens de la police et de la justice, et la sociologue Vanessa Kodachoni, qui connaissait la Corse dont a parlé Pascal Richer. Et merci à vous, chers auditeurs, à qui je rappelle que le répondeur de France Inter est toujours ouvert, 01 56 40 68 68. Je répète, 01 56 40 68 68, vous déposez tous vos messages, vos réflexions, c'est votre répondeur. À demain les amis, on se mettra ensemble au jeu télé.